Bonjour à toutes et à tous. Merci Albert. Moi, je suis Vincent Morel et je suis directeur du festival BAC en Combrailles. Alors, les Combrailles, c'est à côté de Clermont-Ferrand, qui est une des villes en France qui d'ailleurs se prépare pour la candidature à être capitale européenne de la culture. Alors, nous allons faire comme si nous étions tous à Galway. Alors, je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais chez moi, ici à Nevers, il pleut. Alors, avant de revenir là-dessus, pour la petite histoire, à Nevers, on va beaucoup parler de Nevers aujourd'hui en France parce que le président de la République et la ministre de la Culture sont à quelques centaines de mètres de chez moi et ils vont parler de culture. Et ils ne savent pas qu'un sommet européen se tient à quelques mètres d'eux où on parle d'un sujet passionnant. Je ne voudrais pas réduire, bien entendu, la pluie à l'Irlande, mais il est entendu, en tout cas pour tous ceux qui connaissent ce magnifique pays, que la pluie est toujours plus belle chez vous, amis irlandais, et qu'elle transcende magnifiquement vos paysages. Et le réalisateur de Midnight Express, Alan Parker, qui est décédé il y a un an, ne disait-il pas que la pluie est très difficile à filmer, en particulier en Irlande, parce qu'elle est assez fine, si fine d'ailleurs que les Irlandais ne savent même pas qu'elle existe. Alors les choses magnifiques sont belles sous toutes les conditions météorologiques, et c'est évidemment le cas aussi du château de Versailles. Galway, Versailles, deux lieux pour parler cet après-midi du tourisme culturel. Alors pour nous autres, peut-être plus pour les programmateurs, mais ça intéresse bien entendu tous les membres du REMA aujourd'hui, cette question nous intéresse parce que nous sommes souvent amenés à programmer des festivals dans des lieux patrimoniaux très importants de nos territoires. Alors nos intervenants sont donc en prise avec ces deux sujets. Marilyn Ridan, qui est responsable du programme Galway, capitale européenne de la culture pour l'année 2020, mais comme le rappelait Albert, cette distinction se poursuit en 2021. Et l'autre capitale européenne, c'est Rijeka en Croatie. Et puis nous accueillons aussi Denis Verdier-Magno, qui est directeur du développement culturel du château de Versailles. Alors, dans ces deux projets que nous allons longuement détailler ensemble, il me semble que la culture et le tourisme n'ont pas tout à fait la même place et ne se combinent pas tout à fait de la même manière. C'est en tout cas la lecture que j'ai, moi, de l'extérieur. Pour Galway, l'enjeu des capitales européennes est bien de booster une ville, un territoire, de booster une offre culturelle afin de s'inscrire dans une visibilité européenne et donc de déclencher une démarche touristique. De l'autre côté, à Versailles, le mécanisme semble inversé. C'est un lieu fortement touristique au sein duquel il y a donc une volonté d'inscrire un projet culturel. Et c'est un peu l'enjeu de notre discussion cet après-midi. Alors, je vous invite tous à réagir tout au long de notre échange. Et je voudrais commencer par interpeller nos deux intervenants par une question toute simple, je ne sais pas si elle est si simple que ça. Selon vous, Marilyn et Denis, le tourisme et la culture sont-ils encore deux mondes distincts et comment les rapprocher? On commence avec ces deux questions et on reviendra après plus longuement sur le cas de Galway et le cas de Versailles. Marilyn, je vous laisse répondre à cette première question. Merci pour votre invitation et merci à Maura d'avoir facilité tout cela. Elle est vraiment une icône culturelle à Galway et nous l'apprécions beaucoup. Pour moi, être capitale culturelle européenne de la culture, c'est vraiment accueillir les gens dans un bain de culture. Et pour moi, le tourisme, ce n'est pas si différent de cela. Moi, quand je vais quelque part, j'ai envie de manger la cuisine locale, j'ai envie de rencontrer les gens qui vivent là. Et à Galway 2020, il s'agissait d'un programme révisé. J'insiste là-dessus parce que nous avons commencé presque exactement au début de la pandémie.
on a essayé d'adapter notre programmation à une offre en ligne, mais aussi à mettre en lumière notre thème, qui était paysage, langue et migration. Et c'est vrai que l'axe, c'était la culture, l'économie locale aussi, c'était une priorité pour nous dans cette programmation révisée. On a eu beaucoup de chance parce qu'en 2018 et 2019, on avait fait beaucoup de promotions dans le monde entier, dans différents salons, et tout ça a été une excellente préparation. Et je sais qu'il y aura donc un leg, il y aura des traces de tout ce que nous avons fait. Mais pour moi, capitale européenne de la culture, c'est promouvoir cet endroit, c'est promouvoir la culture, l'engagement de tous dans la culture, ça c'est une priorité. Après, si le tourisme suit comme une suite naturelle, formidable. Mais pour nous, le cœur battant du programme, ce sont nos artistes et notre offre culturelle. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, Marine, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on traverse la Manche et Denis Verdier-Magnou, quel est votre regard sur tourisme et culture? Sont-ils encore deux mondes distincts et selon vous, comment les rapprocher? Merci Vincent et merci Réna de m'avoir convié à cette rencontre et donc j'ai plaisir à vous saluer tous et à vous accueillir sous le soleil comme en témoigne la rivière de ma fenêtre, Vincent, à Versailles, où l'imagerie du soleil apollonien aujourd'hui nous baigne alors que depuis effectivement une dizaine de jours en France nous sommes plutôt sous la grisaille d'une période de talweg météorologique en espérant que ça s'arrête très vite puisque nous venons de rouvrir le musée depuis hier et que nous sommes ravis enfin de pouvoir recevoir des visiteurs dont Vincent soulignait le fait qu'il a très longtemps été le reflet d'une fréquentation mondiale, internationale à Versailles. Et effectivement, le tourisme représentait 70% de la fréquentation de notre lieu. Un lieu chargé d'histoire, je crois que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de venir le découvrir et aujourd'hui la situation bien sûr est très différente. Nous aussi, nous avons beaucoup travaillé sur une forme d'évocation virtuelle de ce Versailles pour tous nos publics. J'aurai l'occasion d'y revenir et ça va laisser d'ailleurs des traces dans ce que nous pourrons faire. Pour répondre à votre question, Vincent, moi je pense que cette action de tourisme, il est quand même particulièrement ancré dans la culture ici à Versailles, puisque ce lieu créé par Louis XIV l'a été autour même des arts. Il n'y aurait pas eu un Versailles et une résidence royale devenue capitale de ce royaume s'il n'y avait pas eu l'utilisation par Louis XIV des arts pour exercer son pouvoir. Donc je ne vais pas rentrer dans un long discours sur cette vocation du lieu, mais je crois que quand on le connaît, on s'en rend tout de suite compte, la force de l'image, du décor, de son environnement de jardin palatial, une création purement artificielle, la rendant elle-même aussi muséographique que le palais ou les châteaux de Trianon, font que nous baignons dans un environnement culturel dans lequel la musique a toujours joué un rôle très important. De la représentation du roi Soleil jeune lui-même se mettant en scène jusqu'aux créations du 19e siècle. Et encore, donc, il était important pour nous de contribuer à participer à cette intégration de la société Château Versailles Spectacle qui donc revient sur ces principes historiques qui remontent à Louis XIV de création musicale en les accordant bien sûr avec nos réalités culturelles et artistiques actuelles. Mais c'est vraiment l'imprimature que véhicule le château et nous de notre côté, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure certainement Vincent, c'est le véhicule pédagogique, éducatif que nous
essayons d'utiliser au travers de la musique, du théâtre, de l'oralité et du chant, avec les instruments dont nous pouvons disposer, avec l'appui du Centre de musique baroque de Versailles en particulier, pour recréer à la fois le rôle, l'importance de la musique dans cette vie de société d'Ancien Régime et en même temps de la faire rayonner jusqu'à nos jours avec des créations beaucoup plus contemporaines. Donc, je pense que cela répond en partie à votre question, Vincent. Oui, c'est vrai, le tourisme est la première vitrine de ce qu'est un site comme Versailles qui recevait jusqu'à 2019 quelques 8,5 millions de visiteurs dans les seuls châteaux, peut-être plus de 10 millions dans les jardins. Aujourd'hui, où nous sommes dans une situation très différente et où on est très fréquenté par une masse de visiteurs français, où là, l'offre culturelle va devoir se redimensionner un peu différemment et va prendre peut-être une place plus prégnante qu'elle ne l'apparaissait précédemment, même si en filigrane, elle existait bien et elle a toujours existé. Merci à vous deux. On voit bien à quel point la crise sanitaire bouleverse complètement nos pratiques et probablement aussi en profondeur pour deux événements qui sont très marqués par un tourisme aussi culturel européen. Et donc, on voit bien à quel point vous êtes l'un et l'autre, et Marie nous expliquera en profondeur à quel point leur manifestation a été profondément bouleversée. Justement, nous allons continuer avec Galway pour aller en profondeur dans ce dispositif des capitales européennes de la culture. Ce que je retiens déjà dans ce que vous avez dit, Marine, tout à l'heure, c'est cette idée aussi que, et pour nous Français, c'est un peu une notion qui nous est un peu étrangère, de dire que la culture elle est bien au-delà des arts habituels, une notion culturelle beaucoup plus large qui s'inscrit dans les droits culturels. Et les Français ont mis du temps à inscrire cette notion dans le droit français, c'est 2015, la loi NOTRe. Mais je pense qu'au niveau européen et dans le cadre des capitales européennes de la culture, on comprend mieux ce que ça veut dire, une approche culturelle beaucoup plus large. Alors Marilyn, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter rapidement ce dispositif des capitales européennes de la culture et comment Galway s'est positionné et quels ont été les objectifs de ce projet qui s'inscrit, me semble-t-il, sur plusieurs années. Yeah. So, oui. Eh bien, les capitales européennes de la culture, ça a été créé par Mélina Mercouri, qui était alors ministre de la Culture en Grèce en 1985. En 2014, l'Irlande s'est saisie de l'opportunité en fait donnée par la Commission européenne. Il y avait en fait une rotation jusqu'en 2005 et après, c'était deux capitales, deux villes par année. Donc, on a essayé de se saisir de cette opportunité. Donc, en 2016, l'Irlande a été sélectionnée. C'est un processus assez long, hein, ça prend 2 ans. Et donc, vous créez votre équipe et donc, nous avons décidé de notre thème, langue, paysage et migration. Et nous avons voulu vraiment mettre en lumière nos partenaires, nos communautés. Galway est une assez petite ville. Nous avons 79 000 habitants. Bon, nous avons une agglomération qui est un petit peu plus grande. Et nous avons aussi beaucoup de personnes issues de l'immigration. Donc, nous avons une grande diversité ethnique et culturelle. Et donc, c'est une ville bilingue où le gaélique, l'irlandais, comme nous l'appelons nous, est aussi parlé et est la première langue, en fait. Mais beaucoup d'autres langues sont parlées. Et moi, je veux dire que ce sont les gens, les endroits et la participation, les gens, les lieux et la participation qui sont au cœur de la culture. Et alors, je pense qu'on a tous une définition personnelle de la culture. Mais la culture, c'est nous, c'est ce que nous sommes, c'est là où nous vivons, c'est la langue que nous parlons, c'est la nourriture que nous mangeons. Et
en célébrant, en rendant hommage à notre culture, eh bien, c'était vraiment ça qui était aussi au cœur de ce projet de capitale européenne de la culture. Et dans la préparation, euh, euh, nous avons également participé à d'autres projets, Greenleaf, et nous avons été également désignés par l'UNESCO. Donc, c'est une petite ville hein, qui est sur la côte ouest, à l'ouest de l'Europe. Et, et- et je crois que beaucoup de gens seront d'accord avec moi pour dire que Galway, on a l'impression qu'elle a été construite pour la culture, pour les artistes. Et depuis des siècles, et malgré cela, nous avons très peu d'infrastructures culturelles. Et donc, en planifiant notre projet, eh bien, nos paysages sont devenus nos galeries, nos églises sont devenues nos salles de concert. Et, et suite à la pandémie, et le directeur artistique de la musique à Galway a dit dans l'un des communiqués de presse, il a dit, si on avait dû faire ce concert en live, eh bien, on aurait dû réduire considérablement le nombre de participants parce que l'église n'était pas énorme et on a réussi à toucher des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes pour certains de nos événements en ligne. Donc c'était une sorte de bénéfice indirect de cette pandémie. On a pu toucher aussi la communauté irlandaise du monde entier. On a eu beaucoup d'emails nous disant « j'aurais pas pu rentrer en Irlande pour profiter de votre offre capitale européenne de la culture. Mais là, j'ai la possibilité, en étant confortablement installée dans mon canapé, eh bien, de me joindre à vous. » Et on avait un programme extraordinaire aussi avec des danseurs. Nous avons un programme de danse formidable et généralement, ces danseurs eh bien, se produisent dans des lieux publics et, et on a pu en fait les filmer chez eux. Et c'était une expérience assez incroyable, assez unique. Donc ça a été, on l'a transformé, si vous voulez, en opportunité. Je pense qu'on parle de résilience ici aussi. Euh, et les artistes ont fait montre d'une résilience incroyable. Et je crois que c'est important de souligner cela. Euh, et Et la révision dont je parlais, ce n'était pas seulement de passer à une offre en ligne, c'était aussi de réfléchir à une autre façon de livrer tout ce que nous voulions donner. Ce programme, c'est la vision de nos artistes et moi, j'ai facilité cela, j'ai joué le rôle de programmatrice, mais ça a été vraiment un effort collectif et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Quand euh, un nombre incroyable de grands artistes, de grands directeurs artistiques travaillent de concert, c'est quelque chose d'assez unique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci Marilyn. Ça fait beaucoup de bien de vous entendre parler parce que tout semble facile avec vous. On a l'impression qu'il y a eu une communion des artistes et des... En tout cas, ça paraît facile. Et, et- et, euh, et on sent bien la volonté de dépasser ce qu'on entend par culture, évidemment, et dans votre thématique qui aborde l'ensemble de ce qui fait en fait l'identité de Galway et aussi de l'Irlande comme étant un sujet culturel. D'un point de vue pratique, comment se passe concrètement le processus de sélection? Quels sont les cahiers des charges pour pouvoir avoir ce label? Et concrètement, comment l'Europe intervient financièrement, éventuellement, en termes de communication? Est-ce que vous pouvez développer ces questions-là? Alors, il y a un comité, et effectivement, et il y a une sélection tous les 3 ans.
avec le Conseil européen. Donc, ils analysent les candidatures. Chaque ville candidate fait une présentation ensuite basée sur ce qu'ils ont fourni, un dossier qu'ils ont fourni. Et c'est intéressant que vous souligniez ça parce que en revenant justement à ce dossier que nous avons fourni, on a vraiment, en fait, eh bien, tenu toutes nos promesses, même si c'était en ligne. Et il se passe beaucoup de choses parfois entre le moment de la sélection eh bien, et souvent, eh bien, ce dossier est assez local, mais avec des interconnexions. Et nous avons voulu vraiment avoir un lien avec l'Europe très très fort dans notre programmation, dans la manière dont on l'a livré. C'est très important. Galway doit s'ouvrir à l'Europe. On a une tendance, c'est vrai, à plutôt regarder d'abord vers l'Irlande, ensuite vers le Royaume-Uni. Et il était très, très important pour nous d'ouvrir cet horizon. Ensuite, le jury, après cette première étape, eh bien, nous avons des réunions, des sortes de réunions d'étape, de points d'étape avec ce panel pour montrer notre état d'avancement, pour, eh bien, rassurer sur le fait que nous avons bien tenu nos engagements tout au long du processus. C'est vraiment un défi, hein. Vous savez, Capitale européenne de la culture, ce sont des projets qui sont vraiment pleins de défis, mais c'est également plein d'opportunités. Et je crois il fallait qu'on fasse tout ce à quoi on s'était engagé. Et il y a eu tellement de défis, mais ça nous a donné une opportunité de présenter beaucoup de travail de manière différente. Et c'est 4 ans de travail, hein. Donc, on ne pouvait pas renoncer à ce qui est une vitrine pour montrer ces 4 ans de travail, parce que ça représente tellement de travail de tellement de personnes pendant des années. Il méritait d'être vu, ce travail, même si c'était uniquement en ligne. Donc, l'objectif central de Capitale européenne de culture, c'est vraiment cette connectivité avec l'Europe. Et c'est sur des moments partagés, des pratiques partagées et aussi une ouverture vers l'avenir et le partage de notre programme. Je crois qu'on a créé quelque chose d'assez unique à Galway et nos partenaires, eh bien, j'aimerais vraiment que ça ait pu jouer le rôle de tremplin pour qu'ils prennent une dimension internationale parce qu'ils sont formidables. Ils sont vraiment très, 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 très bons. Et je suis très fière de tout ce que les artistes ont accompli parce que nous, on savait qu'ils étaient formidables, mais on veut que l'Europe et le monde le savent. Et en tant que programmatrice, vous savez, c'est vraiment une fierté de pouvoir dire qu'on a des artistes extraordinaires et on veut le partager avec le monde entier. Est-ce que vous pouvez, Marilyn, une petite question très pratique, mais nous redire, voilà, une ville en Irlande de 70 000 habitants, c'est quoi en termes d'équipement culturel? Et aussi nous dire un tout petit peu comment le politique a été impliqué dans cette dimension, parce qu'évidemment, j'imagine que c'est comme dans partout, il y a la volonté des artistes, mais les acteurs politiques doivent aussi se saisir ou pas du projet. Ah oui, oui, absolument. La dimension politique est importante. Alors, les infrastructures culturelles, nous en avons peu. Nous avons un musée de la ville, nous avons un théâtre de la ville, nous avons quelques petits théâtres, nous n'avons pas de musée de grande galerie municipale, nous n'avons pas d'opéra. Et donc, tous nos partenaires ont utilisé une grande variété de lieux pour créer de la culture. Et un des legs du programme, eh ben, ce serait un effort concerté justement pour se saisir de ce problème des infrastructures culturelles. Pour ce qui est du soutien politique, je dois dire que sans le soutien du ministère de la Culture en Irlande, cela n'aurait jamais été possible. Alors, on ne reçoit pas de soutien financier de l'Europe
de la part de la Commission, parce que ça arrive un petit peu plus tard. Et ça passe par le ministère de la Culture et par les collectivités territoriales. Et quand on a présenté le programme, ils ont été incroyables dans leur soutien. Et sans leur soutien, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait. Et il est important de garder à l'esprit que la décision de présenter notre candidature est nous avons 2 collectivités territoriales. Il y a la municipalité et le comté. Et ils ont uni leurs forces pour faciliter cette candidature et ensuite la désignation et bien ensuite tout le déroulement. Et nous avons les 2 maires également et les 2 têtes de ces collectivités territoriales dans notre conseil. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Pour terminer cette présentation, on reviendra sur tout ça et on reviendra après avoir entendu Denis. On parlera de l'avenir, après des retombées. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur un tout petit point précis? C'est un sujet qui est important, c'est l'implication de la population et des partenaires locaux, la petite association de quartier à qui on a demandé de participer à ce projet. Comment faire Europe et faire culture dans un territoire et comment vous avez mené ça? Et peut-être nous citer 1 ou 2 projets phares que vous n'auriez sans doute pas pu mener sans l'aide de ce dispositif. En fait, j'y répondrai dans la présentation parce que je crois que les images parlent encore mieux que les mots. Alors, oui, Mais, nous avions… Vous pouvez lancer la présentation maintenant si vous voulez de votre PowerPoint. Yeah, is that okay with everyone? Oui, si ça convient à tout le monde. Ça fait 18 minutes à peu près de long. Donc, si… je pourrais tout à fait répondre à vos questions juste après la présentation parce que peut-être que ça vous permettra d'orienter vos questions. Est-ce que ça vous convient? Elena, peut-être qu'on regarde ce diapo après l'intervention de Denis. Oui, je me pose la question, à moins que ce soit possible de raccourcir un peu, mais ça… Peut-être après? Oui, peut-être après, à ce moment-là. Alors, simplement, à ce moment-là, passons… c'était très intéressant. Merci beaucoup de cette présentation, Marine. Passons à Versailles maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une toute petite cartographie? Qui vient à Versailles? De quoi on parle vraiment en termes de chiffres, en termes de masse considérable? De quoi parlons-nous vraiment? Votre micro. Excusez-moi, pardon. Là, vous devez me voir et je partage à l'écran une série de slides que je pense, auxquels vous accédez, je pense. Et donc, le domaine de Versailles est un domaine très vaste, hein, puisque je vous en mets ici le plan. Vous voyez à peu près, hein, c'est 850 hectares, c'est 23 000… Denis, oui. Il faut que vous partagiez l'écran. Je l'ai fait pourtant. Là, c'est pas bon? Non. Là, c'est pas bon? Là, c'est un train. Ouais, c'est bon. Ok, pardon, excusez-moi. Voilà, pardon. Donc, je vous disais que le site est un site très vaste, hein, bien entendu. Nous sommes à la fois un établissement culturel qui recouvre le château de Versailles, les châteaux de Trianon que vous voyez ici, mais également, bien sûr, tout ce domaine de 2 grands jardins complètement architecturés qui n'ont rien de naturel. Et puis, l'ensemble du parc, il vit et la résurgence de l'origine des espaces qu'il y avait à Versailles avant la construction de ce château par Louis XIV, parti d'un tout petit pavillon de chasse qu'avait fait ériger son père Louis XIII et qui aujourd'hui représente un domaine de 900 hectares à peu près, puisqu'à tout cet ensemble vient s'ajouter le parc de Marly. Mais
domaine de Versailles tient cette particularité du fait justement, comme je le disais en préambule, d'être un lieu de pratique artistique en moult domaines. Nous parlions là d'aménagement de jardin, mais ce sont des espaces muséographiques. Ce n'est pas un jardin public tout à fait ordinaire. C'est véritablement des espaces architecturés avec une thématique culturelle dans sa conception, avec une statuaire basée sur la mythologie et des créations de salons de verdure que constituent tous ces bosquets. C'est donc une réponse miroir telle que l'aimait particulièrement le roi Louis XIV qui l'a fait ériger avec le nôtre, son architecte jardinier, la réponse donc à l'environnement pierre qui se trouve à partir du château et qui va vers la ville, où là nous n'avons aucun élément naturel. Et donc tout cela constitue bien une volonté de création purement artistique. Et tout va tourner autour, tout l'ensemble des arts vont être mis au service des usages et de la vie de cour. C'est ce que nous évertuons à expliquer à l'ensemble des visiteurs que nous recevons au château de Versailles, tant, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, autour des arts de la table, de la cuisine, de l'accueil, de la réception, mais aussi de l'habillement. Tout était théâtralisé, tout était utilisé pour mettre en scène le roi et l'orchestration de son pouvoir. Et c'est dans ce cadre que la musique trouve toute sa place, tant à l'intérieur qu'en extérieur, avec un rôle et des pratiques très établies, très calibrées tout au long de la journée, rythmant véritablement la vie de cour. Voilà, je ne vais pas faire un long exposé historique sur ce que recouvre le château, mais je voulais vous faire sentir l'intérêt patrimonial, culturel que revêt ce site au travers de ces quelques mots, pour expliquer que cette évocation, nous essayons de la faire avec des outils de médiation bien sûr adaptés, des conférenciers spécialisés, des guides pour des groupes qui viennent de l'étranger avec leurs propres guides conférenciers et avec des habilitations particulières. Mais nous avons aussi des intervenants spécialisés dans tout domaine et qui viennent assurer des médiations à différents publics. Et puis nous avons également des outils, des applications qui sont téléchargeables pour les gens qui sont équipés de téléphones smartphones, ou bien d'audio-guides qui sont diffusés de façon universelle à tous les publics détenteurs d'un billet, quel qu'il soit, pour pouvoir avoir cette explication justement culturelle, cette évocation de ce qu'est ce lieu d'histoire, de mémoire, qui a traversé les siècles depuis sa construction. Nous parlions de Louis XIV, mais Versailles, c'est une histoire en mouvement jusqu'à nos jours. C'est encore un lieu qui, tout en étant palatial, est encore un lieu de pouvoir politique. C'est un palais de la République puisque nous recevons régulièrement les chambres rassemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, lorsqu'il y a des transformations constitutionnelles de notre loi première ou bien une volonté d'expression du président de la République, par exemple, devant les parlementaires. Et nous avons pour cela une chambre qui peut permettre de recevoir les deux assemblées suite à l'élévation dans les années 1970 d'un hémicycle qui peut contenir jusqu'à 900 personnes. C'est pour vous montrer toute la diversité de ce qu'est le château de Versailles dans son rôle et dans ses usages encore aujourd'hui. Vous voyez que la fréquentation jusqu'en 2019, elle se composait à peu près pour ces châteaux dont je viens de parler et son jardin muséographique avec les spectacles qui y sont donnés par la société Château Versailles Spectacle, dont celui des grandes eaux musicales qui va s'étendre dans les années qui viennent pour être de plus en plus régulièrement offert aux visiteurs, pour un volume d'à peu près 8 millions de visiteurs. À cela venaient s'ajouter tous les visiteurs plus locaux qui viennent dans les jardins en promenade ou faire des pratiques sportives, beaucoup plus des populations beaucoup plus franciliennes, beaucoup plus yvelinoises. Et donc, vous dire également que ce rôle, cette importance pour nous de la population touristique et du traitement de leur accueil est très important parce que cela représentait un chiffre d'affaires très, très important. Notre soutien gouvernemental étant limité, le château a également besoin de ces ressources pour assurer son fonctionnement à la hauteur du nombre de visiteurs que nous pouvions recevoir. Donc là aussi, cela va nécessiter de très gros aménagements dans les années qui viennent, puisque nous ne retrouverons jamais
ces volumes de fréquentation dans la mesure où les conditions sanitaires que nous avons connues nous ont amenés à prendre des dispositions fortes de restriction d'accès des visiteurs qui demeureront, ce qui contribuera à améliorer l'accueil et la qualité de la visite et renforcera cette volonté de communication culturelle pour l'ensemble de nos visiteurs. Je voulais vous montrer un petit peu le découpage des natures de visiteurs que nous recevions. Vous voyez que 43% d'entre eux, c'est le chiffre le plus important, sont des visiteurs qui venaient et qui viennent toujours d'Europe, bien sûr. Une forte proportion de public venant des Amériques, avec la plus grande part d'Amérique du Nord, avec le Canada, bien sûr. Une forte proportion de visiteurs en provenance d'Asie, la plus grande partie d'entre eux provenant du bassin sino-asiatique et également du Japon, et malgré tout une part non négligeable d'Australiens ou d'Africains ramenés à la population. D'Australie est une population très limitée et donc ça fait un grand nombre de visiteurs par rapport à d'autres populations beaucoup plus importantes qui viennent certes nous voir, mais en moindre quantité. Tout cela, bien sûr, est totalement bouleversé avec les événements que nous avons vécus. Vous voyez que la part des Américains états-uniens représentait 16% par rapport aux Français, 19%, et les Chinois, je parlais du bassin sino-asiatique, 13%. Et vous voyez ensuite les autres nationalités, avec bien sûr les nationalités européennes toujours très présentes. Mais si nous regardons ce qui se passe, ce qui s'est passé l'an dernier et qui va certainement se reproduire cette année et probablement encore une partie de l'année prochaine, voilà la profonde transformation que nous supportons, bien sûr, et que nous allons continuer à supporter. Tout cela va nous amener à changer nos principes d'offres et c'est ce que je voulais un petit peu vous montrer avec l'importance que nous nous accordions aux espaces d'accueil de nos visiteurs, pour les groupes à l'entrée au château, pour les individuels, par des lieux différenciés, mais cette volumétrie changeant, nous allons totalement reconfigurer les espaces d'accueil pour recevoir nos visiteurs de manière très différente à l'avenir, d'une manière beaucoup plus conviviale, sur un volume de visiteurs ramenés à des valeurs plus familiales ou de petits groupes ou de personnes intéressées par des objets de visite beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus identifiés en termes d'attente culturelle. Et là, je voulais vous montrer un petit peu une décomposition également pour montrer l'importance malgré tout qu'il y a sur l'offre culturelle du château vis-à-vis des publics de proximité. Nous sommes fréquentés, vous l'avez vu tout à l'heure, par 16% de visiteurs français, mais également, si je rajoute les visiteurs purement européens, une trentaine de pourcents. Donc, ces visiteurs-là sont très demandeurs d'offres culturelles, y compris donc de spectacles, puisque l'offre de spectacles a cessé de croître avec Château Versailles Spectacle depuis ces 5 dernières années, à partir des grandes eaux musicales que je vous ai déjà évoquées, mais aussi par les spectacles nocturnes qui sont donnés à l'Opéra Royal, à la Chapelle, mais également un peu partout aujourd'hui dans le château, avec des formes très diversifiées, des concerts bien sûr très traditionnels, mais aussi des présentations, des visites animées avec chant, danse, pour rendre le lieu plus vivant, plus en correspondance et le rendant plus en interaction entre les visiteurs et la découverte de ces espaces dans des ambiances musicales, voire festives, au travers notamment de bals masqués, par exemple, ou de fêtes galantes. Voilà un peu l'évolution vers laquelle nous allons de plus en plus tendre pour pouvoir répondre aux demandes de nos visiteurs, mais aussi, comme l'a souligné mon interlocuteur, l'idée d'aller vers des formes de médiation différenciées. Et nous allons aussi, comme Galway, utiliser la visioconférence, le streaming. Alors, on l'a fait durant toute la période que nous venons de traverser. On va continuer, mais nous allons aussi pouvoir utiliser ces outils qui aujourd'hui sont très stabilisés, alors que nous l'avions fait il y a déjà de très nombreuses années, mais nous n'avions pas à l'époque les outils que sont Zoom, Teams, qui aujourd'hui nous permettent d'atteindre des échelles que nous ne pouvions pas réaliser il y a une dizaine d'années lorsque nous avons fait les premières expériences de tentatives de visio pour des scolaires, pour des publics éloignés,
pour des personnes empêchées. Et nous avons vraiment cette volonté d'aller toucher beaucoup plus ces publics, tout comme d'avoir des animateurs, conférenciers ou intervenants spécialisés se rendant dans les lieux auprès des publics où nous ne pouvons pas nous rendre. Voilà, j'espère vous avoir assez rapidement tracé ces offres et puis voilà un petit peu très rapidement brossé les visites que nous allons inaugurer avec une volonté dans l'actualité actuelle de parler de Napoléon, bien sûr, puisque nous commémorons la mort de l'empereur 1821, cette année tout particulièrement, avec de grandes expositions et également des restaurations, puisque nous avons pu mettre à profit ce temps de fermeture des musées pour restaurer des espaces précieux du château, les appartements du roi, les appartements de la reine et réouvert des salles du roi Louis-Philippe qui, au tournant du 19e siècle, après l'Empire, a contribué à redonner à Versailles toute sa force, toute sa vie, à la fois culturelle, mais aussi parlementaire, puisque c'est de là que nous avons eu l'initiative de créer l'hémicycle parlementaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, même s'il a été créé bien plus tard. Voilà pour ce qui est de Versailles et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. J'ai juste oublié de mentionner le fait que nous avions également, dans le cadre des actions éducatives, des utilisations d'espaces dédiés, des ateliers pédagogiques dont vous voyez ici des visuels où nous recevons par an plus de 20 000 personnes. Ceci va continuer puisque cela s'adresse, comme je viens de vous le dire, plutôt au public scolaire, mais aussi à des publics familiaux et également au public en situation de handicap ou public empêché. Voilà un petit peu la décomposition de ce que peuvent permettre les offres de visite à Versailles pour nos publics individuels comme pour les groupes. Merci, merci Denis pour cette présentation. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être un peu plus en détail sur le point de rencontre entre tourisme et culture, c'est-à-dire le Château de Versailles Spectacle, le CMBV, alors, plusieurs des membres du REMA, il y a quelques années, on avait une session à Versailles, mais on a beaucoup de nouveaux membres. Comment ça s'imbrique tout ce petit monde et surtout le Château de Versailles Spectacle, qui est une entité qui est importante aujourd'hui dans le paysage culturel français, qui a pris beaucoup de place aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est justement d'arriver à créer des produits dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, qui vont être des combinés, des produits packagés, qui vont associer des visites découvertes entre l'offre culturelle propre que nous pouvons développer nous, quelle que soit la nature du public qui y adhère, français ou étrangers, avec des spectacles, des offres de spectacles, qu'il s'agisse, comme je le disais tout à l'heure, des grandes eaux musicales qui vont avoir une portée et une étendue beaucoup plus importante, avec un billet qui permet d'accéder aux différents espaces, un passeport qui permet d'accéder aux différents espaces, mais aussi d'associer des activités plus spécifiques avec dans des espaces dédiés, l'auditorium ou bien des salles qui seront dévolues à des découvertes croisant offres de visite, informations historiques et micro-concerts ou découvertes musicales avec des différentes natures d'intervenants spécialisés. Et bien sûr, sans omettre la partie spectacle, comme je disais tout à l'heure, qui va croître, que ce soit les concerts à la Chapelle Royale ou que ce soit les concerts à l'opéra, ou les opéras présentés à l'opéra avec CBS, qui vont eux aussi faire l'objet d'une politique de produits croisés. Très bien, merci beaucoup. On peut imaginer que dans cette période de crise sanitaire où vous ne bénéficiez pas de tout ce public étranger, c'est sans doute pour vous une manière de fidéliser un peu plus un public local, français, et l'orienter vers un public un peu plus exigeant peut-être bien sûr. Artistiquement. C'est quand même toujours une vraie question. Moi, personnellement, il se trouve que j'ai travaillé pendant 6 ans à Notre-Dame de Paris et je me souviens qu'il y avait des grandes discussions. À Notre-Dame, on ouvre les portes, on avait 800 personnes. On a cette injonction de se dire il faut tout le temps augmenter le niveau artistique.
il faut qu'on se dise ça parce vous auriez tout le temps du monde, quoi que vous fassiez, quoi. Alors, oui et non, Vincent, puisque comme je vous le disais, nous avons pris des mesures très fortes à l'occasion de cette crise pandémique, c'est d'imposer un système de réservation obligatoire. Donc, nous n'aurons plus les vagues de forte fréquentation que nous avions sur une quinzaine de dates à l'année, où nous pouvions avoir à Versailles, sur une seule journée, 40 000 personnes. C'est une époque que nous ne revivrons pas. Nous nous dirigeons au contraire vers une volonté d'amélioration très forte de la qualité d'accueil avec des offres beaucoup plus ciblées par type de public, des visites commentées, visites guidées associées éventuellement à des offres, comme je viens de l'exposer, à caractère plus spectacle et qui permettront de mieux coller aux attentes des visiteurs qui vont construire beaucoup plus avec leurs professionnels du tourisme, leur tour opérateur, leur agent de voyage, leur voyage d'une manière très différente à l'avenir, par le biais d'Internet également, pour ceux qui ont déjà pris beaucoup l'habitude de voyager de façon individuelle, de pouvoir construire un programme qui corresponde mieux à leurs attentes par rapport à un lieu comme Versailles qui peut offrir justement une diversité d'offres et créer quasiment des programmes à la journée. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur un temps moyen de présence de 3h30 pour les visiteurs. Demain, nous pensons que nous aurons des visiteurs qui vont passer plus de temps, mais qui vont être dans une attente et dans une demande à la fois d'offres culturelles, mais aussi de confort de visite tout à fait repensé par rapport à ce que nous avions pu connaître précédemment. Et c'est ce que nous préparons très activement en ce moment, au-delà des volets, bien sûr, de visioconférences que j'ai évoqués précédemment ou de programmes spectacles en visio, ce qu'est en train de lancer CVS actuellement avec une plateforme qu'ils viennent d'ouvrir et que je vous invite à aller découvrir. Mais tout cela, ce sont deux axiomes qui vont être conduits en parallèle de manière très forte avec des croisements parce que la visio va aussi être source de demande et d'attente, de préparation, de teasing pour la visite à venir. Et il nous faut créer ces nouveaux types de programmes parce que nous ne pourrons plus recevoir les masses de touristes que nous recevions avant de la même manière. Ce n'est plus possible. Très bien, merci beaucoup. On voit bien que nous aussi, tout ça peut nous inspirer, bien sûr, pour conjuguer nos lieux culturels, nos lieux patrimoniaux et dans nos territoires, dans nos villes. On va revenir, si vous voulez bien, à Galway et pour revenir sur un point un peu précis hein, sur ce lien entre ce lien dans l'implication des partenaires locaux qui nous intéressait et comment tout ça s'inscrit dans une démarche européenne et quelques projets phares. Marine, on vous écoute pour ce point précis. Yeah. First of all, oh my gosh, Denis, that was amazing. Tout d'abord, je voulais dire, waouh, Denis, c'était incroyable. Bon, moi, je vais essayer d'organiser une prise de contact entre vous et nos artistes et nos partenaires, parce que bon, et moi, j'ai hâte de pouvoir revenir et revoir le château d'une manière complètement différente, sous une autre lumière avec ma famille. Mais alors, je vais essayer d'être brève, mais je vais vous demander quelques minutes pour montrer mes planches et ça répondra à vos questions sur la manière dont nous avons pu impliquer les partenaires locaux. Alors, mais je vais être brève. Hein. Je vais partager mon écran. In light of the crisis in March, we had to Eh bien, bien sûr, la crise en mars nous a obligés à être très imaginatifs. On a dû suspendre toutes les activités puisque nous étions dans un confinement extrêmement strict. On a aussi diminué, annulé, pardon, tout travail à l'international, mais on a maintenu les liens. Et on a divisé le programme avec d'un côté ce qui pouvait encore être fait
en présentiel et ce qui devait basculer sur le virtuel. Donc, 31 projets ont été donc proposés par des partenaires culturels et pour répondre à votre question, il y avait 78 projets qui ont été proposés par nos communautés. Nous avions 9 projets régionaux qui ont été proposés par les collectivités territoriales en Irlande. Donc 78 pour Galway et le comté de Galway, 9 projets régionaux pour les collectivités territoriales en Irlande, programmes avec les scolaires et des événements en partenariat. En divisant ainsi notre programme qui était mené par les partenaires, eh bien, nous avons pu créer plus de 160 films. Nous avons une archive maintenant, dans nos archives, vraiment un fonds extrêmement rare. Alors, je voudrais parler de nos wave makers, donc littéralement ceux qui font des vagues. C'était notre devise, Make Waves. Et nous avons donc plus de 750 de ces wave makers qui ont formé cette communauté. Ce sont en fait nos bénévoles. Et nous avons même un bénévole de Rijeka, l'autre capitale européenne de la culture. L'idée était de créer de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de travailler, de créer de nouvelles conversations, de nouveaux partenariats pour qu'il y ait vraiment un leg, pour qu'il y ait une trace qui reste de toute cette créativité et une dimension durable. 52 nationalités représentées, 80 langues parlées et ils ont également reçu une formation par rapport à la Covid. Et donc, tous les films qui ont été faits, tout ce qui a été mis en œuvre, eh bien, ces bénévoles étaient là pour vérifier que tout était fait dans les règles. Alors, un petit film. Les artistes qui avaient travaillé depuis des années pour produire des œuvres qui allaient changer le tissu de Galway. Il y a eu des hauts et des bas au cours de cette année extraordinaire. Et nous sommes revenus avec un programme réimaginé. L'idée était de faire l'expérience de la créativité de Galway, de la résilience. Tout ça, c'est aussi Galway. Les druides, les funambules, les artistes aériens, les monuments, Gilgamesh, tous nos artistes, rejoignez-nous pour Galway 2020. Alors, il y a quelques petites vidéos qui vous en diront plus sur certains des projets qui ont dû être réimaginés. Donc, j'aimerais passer en revue quelques projets. Alors, Small Towns, Big Ideas, Petites villes, grandes idées, c'est un projet sur 3 ans qui donc a été créé avec les communautés locales. Quand on parle de communauté, on parle d'une communauté aussi d'intérêt. Donc, les gens se réunissent parce que ça les intéresse d'explorer leur façon de vivre, une façon de travailler. Quand on parle de paysages dont nous avons fait nos galeries, si vous voulez, nos espaces muséaux. Alors, ce que vous avez à l'écran est sans doute le spectacle de lumière le plus important en termes d'envergure, en termes d'échelle, qui ait jamais été créé. Le titre en est Savage Beauty, qui est une citation d'Oscar Wilde. Et c'était vraiment
un travail extraordinaire. Et nous étions à 36 heures de sa présentation au public quand la Covid a tout stoppé. On était anéantis, mais on a quand même décidé de créer eh bien, une œuvre alternative et vous allez voir ce à quoi ça ressemble. Donc, depuis que ça a été rendu public, eh bien, beaucoup de gens dans le monde entier à qui nous avons pu montrer cela, bien sûr, uniquement virtuellement, nous ont contactés. Et je crois que c'est un excellent exemple de la façon dont on peut préserver les relations internationales, même par temps de pandémie. Et là, il y a un projet, vous voyez, avec le Japon, sur l'île d'Inishore. Et donc, ça a été en fait conçu au Japon et filmé sur l'île. Alors, c'est vrai qu'il pleut pour le meilleur et pour le pire plus de 240 jours par an chez nous. Et donc, nous avons un projet autour de cela qui s'appelle Hope It Rains. On espère qu'il pleuvra. Et en fait, elle a été commissaire de dizaines et de dizaines d'événements, des installations, des montages qui changent avec le temps. Vous avez là un exemple, c'est dans le Connemara, et en fait qui vraiment est créé par la pluie, c'est-à-dire que ce sont les étendues d'eau qui sont créées par la pluie qui forment l'œuvre. Nous avons eu un programme aussi avec l'hôpital de Galway pendant la Covid. Les patients à l'hôpital, bien, nous pensions qu'eux aussi avaient un désir de culture et d'expérience artistique. Et donc, dans cet hôpital universitaire, nous avons travaillé pour apporter de la musique. Et Vincent, ça m'a vraiment frappé ce que vous avez dit sur l'utilisation d'espaces. Et quand on est passé au niveau 2 et au niveau 3 du confinement, eh bien, il y a eu une tournée extraordinaire dans tout Galway pour eh bien, venir dans tous les lieux historiques
pour donner tout cela à voir aussi. John Gerard, alors c'est une installation donc in situ sur le changement climatique et j'aimerais vous dire un petit film. Donc c'est une installation in situ, bien sûr il y avait toute la distanciation physique nécessaire. We had an incredible series of Alors, on a eu une série de concerts tout à fait incroyables qui étaient donc diffusés en direct, en ligne, avec des partenaires formidables, avec un programme incroyable, de sites dans toute la ville de Galway, tout le comté, depuis des églises, des musées, toutes sortes de lieux. Et un grand nombre d'organisations eh bien, se sont rejointes et étaient sur le pont pour offrir tous ces concerts. Et The Mighty Ocean était en fait une commande donc faite à Martin O'Connor, qui est un musicien qui est en résidence. Alors, je vous enverrai le lien, hein, mais c'est un exemple formidable de musiciens qui ont répondu de manière complètement unique à un paysage. Et je vais juste vous en donner un bref aperçu. Quand j'étais jeune, on vivait près de la mer. Depuis, je n'ai jamais cessé d'aimer la mer, tout en réfléchissant à notre lien avec la mer, sa puissance, sa beauté, mais aussi ses dangers. Et le changement climatique et comment nous avons perdu ce lien avec la nature. Ce morceau est venu de ça. C'est vraiment une œuvre musicale extraordinaire et alors je ne vais pas être trop longue, mais je voudrais aussi susciter votre curiosité, que vous ayez envie de regarder tout en entier après. Alors Gilgamesh, c'est l'épopée la plus ancienne du monde, de l'humanité, et eh bien notre artiste a créé une installation qui devait être une forme de poème visuel qui allait être filmé et donc il y a un nombre de projets que le public va continuer à pouvoir eh bien, voir et
suite à la capitale européenne de la culture. Un petit extrait. This city of canals and palaces, Cette ville de palais et de canaux, de bibliothèques et de temples, bijoux de tous les bijoux. the palace doors are open. Les portes du palais sont ouvertes. Gilgamesh sits on his throne. Gilgamesh est sur son trône. Beloved of Ishtar and Shamash, but not of me. I know you. L'aimé d'Ishtar et de Shamash, mais pas de moi. Je vous connais, vous me connaissez. The last rotting morsel. Nothing can save you now. So I'm going to leave it at that. Alors, je vais m'arrêter là. Mais je vais vous envoyer tous les liens si vous voulez voir tout cela un peu plus longuement. Merci beaucoup, J'ai Marilyn. Essayez de tenir en 2 minutes. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous qu'une envie, c'est de partir, d'aller vous rencontrer à Galway et de visiter votre magnifique ville. Je pense qu'en tout cas, ça s'est gagné. Si c'était votre objectif, ça bon, c'est fait. Avant qu'on passe à une série de questions et d'échanges, une petite question à Denis, avec son expérience. Quel conseil nous donnerait aujourd'hui pour concilier voilà, la question qui nous intéresse aujourd'hui, tourisme et offre culturelle? Quelles sont ces recettes que nous pourrions essayer, nous, de mettre en œuvre chez nous, dans nos territoires, dans nos villes? Denis, on ne vous entend pas, je crois. Ah, excusez-moi, j'avais mal manipulé la prise du micro, pardon. Je disais que j'allais reprendre exactement les propos de Marilyn qu'elle nous tenait tout à l'heure en nous disant qu'on a tous en commun un intérêt pour des cultures croisées, des cultures populaires autour de la cuisine, autour de l'habillement, des travaux de couture. Je me rappelle avoir, moi, fait des activités avec des associations et où on avait des gens d'origine très diverses d'un point de vue linguistique et d'un point de vue culture, et tout le monde a retrouvé un point commun, c'est l'intérêt pour la table, les grumes, les agrumes et également les traditions vestimentaires, comment chacun de nous arrivait ou avait souvenir de cet héritage. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est vers ce genre de choses qu'il nous faut revenir parce qu'on voit bien l'attrait qu'ont les populations autour de nous pour des choses vraies, pour un retour à la nature. Quand je vous parlais tout à l'heure d'associations dans les packages de produits billetterie, châteaux, et je parlais d'associations avec des spectacles, mais je n'écarte pas aussi l'environnement, et c'est Marilyn qui y fait penser parce que, bien sûr, l'Irlande, on a tous à l'esprit les grands espaces verts que cela recouvre. Et bien ici, à Versailles, nous nous attachons à développer des parcours découvertes cyclistes qui associent à la fois l'idée de la découverte du musée, de ses contenus historiques, mais aussi de la place qu'occupe ce domaine dont je vous parlais, 900 hectares à la porte de Paris, à 10 km, à 15 km de Paris, très protégé, avec un environnement également très distinct, puisqu'on a aussi des jardins ouvriers dans ces espaces, on n'a pas que des espaces très privilégiés, et de montrer justement, de développer des offres de visite qui soient très interactives, avec des notions très simples, très populaires, associées entre guillemets à la grande histoire ou à des grandes données de valeur artistique ou culturelle. Parce que c'est l'interaction entre les deux qui nous permettra, nous, d'asseoir notre véhicule éducatif, pédagogique autour de nos valeurs citoyennes, démocratiques, européennes que nous avons tous en partage de civilisation. Et tout cela, on voit bien que cela repose de plus en plus sur une assise de partage de valeurs simples, vraies,
et donc d'un mélange, comme a su particulièrement bien de le montrer Marilyn, et je la remercie, de modernité avec ces shows de l'image qu'on en fait également ici à Versailles, et en même temps en les ramenant à des valeurs très premières, ancrées dans la terre, dans notre territoire, avec les populations que nous avons autour de nous, comme un soutien, comme un écho de puissance et de force à la création artistique. Eh bien, merci beaucoup, Denis et Marilyn, pour pour vos propos. Pardon. Finalement, voilà, l'ensemble de ce que vous nous dites, ça nous invite aussi, je crois, à redéfinir ce qu'on entend par culture. Je vous rappelle, et je vous cite pour terminer et conclure cet échange avant qu'on ait des questions, la définition de l'UNESCO qui va bien avec nos échanges. Pour l'UNESCO, la culture, c'est considéré comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Je crois qu'on est exactement dans ce débat et c'est à cet endroit-là qu'il faut réunir d'un côté la culture et de l'autre le tourisme. Donc un grand merci. On n'a qu'une envie, c'est d'aller à Versailles parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment pour les Français. Et à Galway avant que les touristes arrivent. Merci à vous. Alors peut-être que c'est le temps des questions et des explications. Donc la parole circule. Nous avons fait le tour de cette grande question. Albert, je te laisse la parole. En tout cas, j'étais très heureux d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant avec nos deux interlocuteurs passionnants. Thank you. And you're still welcome back to Galway. Et vous êtes les bienvenus à Galway. Hein. Ce n'est pas parce que la conférence n'a pas eu lieu cette année qu'on ne peut pas l'organiser l'année prochaine ou l'année suivante. Hein. L'invitation tient. Ce qui est formidable, c'est qu'avec ce programme de capitale européenne de la culture, ça a complètement changé toutes les villes qui l'ont été. Et ça, ce legs, il restera. Et je voulais dire quelque chose qui est vraiment important, c'est que le programme Galway 2020, ce ne sont que des nouvelles commandes, hein. C'est 100% d'œuvres nouvelles. Et nos partenaires voudraient vraiment avoir la possibilité de présenter à nouveau toutes ces œuvres. Et on veut que ces œuvres vivent encore pendant des décennies parce que c'était tellement… Il y avait des œuvres magnifiques et il y a tellement de manières et de lieux où on aimerait les présenter. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de vous montrer un petit peu de tout cela. Et eh bien, on aimerait beaucoup vous voir venir à Galway. On aimerait beaucoup que nos artistes de Galway puissent peut-être venir présenter leur travail à Versailles, qui sait, au château. Alors, je sais que l'un des objectifs de Capitale européenne de la culture, c'est de ne pas être un événement qui s'étend sur un an seulement. Donc, j'ai une question sur les relations qui ont été créées entre des associations locales et d'autres partenaires. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que le label Capitale européenne de la culture a vraiment changé, a aidé et de nouvelles relations sont nées, selon vous? Oui, absolument, parce que beaucoup de partenaires ont maintenant des relations européennes extrêmement solides qui n'existaient pas avant. Et je sais que ces partenaires qui sont maintenant en contact avec des partenaires européens vont continuer à travailler à l'avenir. C'est une conversation qui a démarré et on va commencer également à évaluer tout ce qui s'est produit, la réussite, et essayer d'être réaliste et à la fois ambitieux pour l'avenir.
Moi j'aime à penser que Capitale européenne de la culture à Galway, ce n'était pas quelque chose qui avait un terme, qui était fini, mais quelque chose qui était un début, le début de quelque chose. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai peut-être une, hein, dit Elena. Mais à tous nos participants, n'hésitez pas à rallumer votre micro si vous voulez poser une question. Mais moi, j'ai une autre question. Je me demandais, Marilyn, avant d'être nommée ou désignée capitale européenne de la culture, est-ce qu'il y avait des modèles parmi les villes qui avaient déjà été capitale européenne de la culture? Quels sont ceux qui selon vous, ont fait quelque chose d'extraordinaire? Lille a été remarquable. L'ancien maire de Lille était en fait dans notre conseil et c'était pour nous un exemple de bonne pratique. Liverpool aussi, et il était lui aussi dans notre comité. Donc, on a bénéficié d'une expertise internationale de villes qui avaient vraiment mis en place des choses extraordinaires. Et pour moi, parce que la langue irlandaise était si importante pour moi dans notre programmation, Saint-Sébastien était, de ce point de vue, vraiment, et Louvain ont été des endroits tout à fait intéressants pour nous. C'est pas facile hein, à faire parce que on parle gaélique ou irlandais, comme nous disons nous, qu'en Irlande, hein, personne d'autre ne parle notre langue. Et donc, pour nous, c'était essentiel de mettre notre langue au cœur de la programmation. Vous avez entendu cet artiste qui parlait irlandais, vous avez entendu la musicalité de notre langue. Et nous, on voulait vraiment célébrer notre langue. Donc, Saint-Sébastien et Louvain étaient un exemple pour ça. Et moi, je veux vraiment dire que je regarde déjà avec envie et gourmandise toutes les collaborations qui vont pouvoir être créées à l'avenir. Et nous sommes aussi les premiers, je crois, à avoir mis nos partenaires et nos artistes vraiment à l'avant-scène et c'est vrai que sur fond de cette pandémie qui a été tragique, bien sûr, il y a eu un combat aussi pour essayer de maintenir les emplois dans le monde de la culture. Mais oui, on veut garder l'héritage de tout cela.